bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur le thème des facteurs clés de succès d'un projet de gestion des accès à privilèges. Donc, pour évoquer ce sujet, je suis accompagnée ce matin de Bernard Debauche, qui est directeur produit marketing chez Systentia, et également Grégory Delanquian, qui, en tant que principal product engineer sur notre solution de PAM, a une grande expérience sur le déploiement de solutions de gestion des accès à privilèges. Donc, pendant cette présentation, vos micros sont coupés, donc nous vous invitons à utiliser l'outil de conversation pour poser vos questions tout au long du webinaire. Et comme cela, Bernard et Grégory pourront y répondre à l'issue des présentations. Bernard, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Valérie. Bienvenue donc à ce webinaire sur les facteurs clés de succès du PAM. On peut dire qu'en matière d'hygiène de sécurité, le PAM, donc le Privilege Access Management, arrive souvent après des mesures, on va dire, plus basiques, comme la gestion des sauvegardes, le déploiement d'un antivirus ou d'un EDR, la mise en œuvre d'un firewall ou, par exemple, la gestion des mises à jour. Ces mesures concernent l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Mais il y a des collaborateurs moins nombreux, qu'on appelle les utilisateurs à privilège ou les utilisateurs à pouvoir, qui paramètrent ces solutions et d'autres, et qui sont au cœur vraiment des infrastructures critiques, informatiques et industrielles, et dont les pouvoirs et les compétences sont telles qu'ils peuvent considérablement impacter la sécurité des systèmes d'information et de l'organisation. Donc, ces utilisateurs à pouvoir utilisent donc ces solutions de PAM, de Privilege Access Management, qui sont vraiment essentiels à la sécurité des systèmes d'information. Et le déploiement de ces solutions induit pour eux, en fait, un changement important. Un changement technique, un changement organisationnel, un changement fonctionnel, un changement culturel parfois. Et du coup, la réussite d'un projet de PAM est donc vraiment essentielle à la sécurité de l'organisation. Et c'est ce que nous allons donc explorer aujourd'hui avec Grégory, hein, qui chez nous a une grande expérience de ces projets, comme l'a dit Valérie, chez pas mal de nos clients. Alors, pour commencer, on va se poser la question, Grégory, de savoir pourquoi faut-il encore ajouter une autre technologie par rapport pour gérer les accès à privilèges. Si j'ai déjà, par exemple, mis en place une gestion des identités des accès, où je déprovisionne des comptes, si j'ai déjà mis en place une solution d'AM, où je gère toute l'authentification renforcée, le MFA, si j'ai mis ça, par exemple, sur mon AD, et si, voilà, si j'ai un SOC avec un SIEM, si j'ai déjà ces solutions, en quoi il faut vraiment rajouter du PAM à ces solutions de gestion des identités et des accès? Merci Bernard. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Alors, les solutions d'IGA et d'AM ne suffisent pas en fait pour gérer les accès à privilèges. Pourquoi? Puisque ces solutions sont plutôt des solutions de gestion ou de gouvernance et non comment dire, des gestions, enfin des solutions d'infrastructure. De manière globale, avec ces solutions-là, on va gérer des accès de manière statique plutôt, c'est-à-dire qu'on va donner l'accès à des ressources statiques à des utilisateurs en utilisant leur propre compte, par exemple. Ensuite, ces solutions-là, elles ne permettent pas de découvrir dynamiquement en fait, les ressources ou alors d'utiliser des comptes à privilèges qui permettent comment dire, de réaliser des actions critiques sur des ressources critiques. Et pour cela, on va utiliser des comptes à privilèges. Et ces solutions-là ne le permettent pas. Et en dernier point, en matière de traçabilité, en fait, les solutions d'IGA ou d'AM, elles permettent d'auditer uniquement les connexions, alors qu'une solution de PAM, on va pouvoir aller un peu plus loin, c'est-à-dire enregistrer au format vidéo, faire des recherches, tracer vraiment l'ensemble des actions qui ont été menées au sein des ressources critiques ou des ressources d'administration. Ok, donc tu parles de compte à privilèges, mais on parle de compte de compte de quoi? De compte sur quoi? Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce qu'on appelle compte à privilèges? Oui, alors sur les solutions d'IGA ou d'AM, on va toucher un peu l'ensemble des utilisateurs, alors que sur une solution de PAM,
on va vraiment cibler l'accès des utilisateurs à pouvoir ou alors des comptes à privilèges. C'est-à-dire que on va pouvoir impacter les utilisateurs, donc humains ou machines, sur des programmes ou des logiciels. On va pouvoir donner l'accès donc sur des comptes utilisateurs humains. Donc, ça va être plutôt des comptes personnels ou alors des comptes partagés, typiquement un compte root sur un serveur Linux. On va pouvoir utiliser des comptes logiciels ou machines. Donc, ça va être des comptes d'application, des comptes de services. Et ensuite, des comptes pour utiliser pour réaliser des actions critiques. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des comptes critiques pour réaliser des actions critiques sur des ressources critiques, ce que ne permet pas une solution d'IGA ou d'AM. Ok, donc on comprend bien que ces comptes à privilèges nécessitent une gestion différente par rapport à ce qu'on trouve dans la gestion de l'identité et des accès un peu classiques et pour l'ensemble des utilisateurs. Et maintenant, d'un point de vue, on va dire, fonctionnel, par rapport à ces solutions d'IGA et d'AM, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'étendue des fonctionnalités du PAM, en quoi c'est différent de ces solutions? Oui. Alors, une solution de PAM va nous permettre de gérer plusieurs fonctionnalités. Donc, on va gérer tout ce qui est session d'accès, donc c'est-à-dire tout ce qui est traçabilité, les audits de connexion, l'enregistrement vidéo. On va pouvoir gérer aussi les secrets d'accès. Donc, ce qu'on appelle par secret d'accès, c'est tout ce qui va être compte à privilège. Donc, l'ensemble de ces comptes-là vont être stockés dans un coffre-fort. Et sur ces comptes-là, on va pouvoir réaliser de la rotation de mot de passe, etc. Donc, c'est vraiment la gestion des secrets d'accès. Ensuite, on aura la possibilité de réaliser de l'authentification secondaire transparente à une élévation de privilège, c'est-à-dire qu'un utilisateur, enfin l'administrateur va se connecter à un portail et utiliser son compte personnel. Et ensuite, en se connectant à une ressource critique, par exemple, exploiter un compte à privilège de manière transparente. Ensuite, on va avoir l'accès à un panel de ressources très variées. Donc, ça peut être dans un environnement IT avec des serveurs Windows, des serveurs Linux, des ressources web. Et dans un environnement OT où là, on va pouvoir administrer des automates, comment dire, des systèmes de supervision, etc. Et dans un dernier temps, on va pouvoir donner un accès distant à cette solution, donc ce qu'on appelle le remote PAM, donc pour par exemple des administrateurs qui vont être en astreinte ou alors des prestataires qui doivent administrer les ressources du SI de leurs clients, par exemple. Ok, merci Grégory. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a vu que les solutions d'IGA et d'AM ne suffisent pas pour gérer ces accès particuliers et privilégiés. On a vu qu'il faut protéger tous les comptes d'administration, les ressources, les applications, et un peu de tout type d'applications. On a vu que le PAM recouvre aussi des fonctions un peu dédiées, hein, gestion des sessions, gestion des secrets, les accès distants. Euh, et donc, déployer une solution de PAM n'est pas neutre. En fait, il induit, comme on l'a dit, de gros changements pour ceux qui sont concernés, hein, les administrateurs qui sont concernés. Alors, si tu devais donner de point de vue haut niveau, les facteurs clés de succès, avant qu'on les détaille, quels sont le top 5, par exemple, des facteurs clés de réussite d'un projet de PAM, quels seraient-ils? Alors, moi, j'en vois 5, hein, proprement dit. Après, on rentrera plus dans le détail dans les prochaines slides. Donc, l'idée, c'est de considérer un projet PAM comme un programme et non un projet. L'idée aussi, c'est de commencer par les bases et de ne pas ouvrir l'ensemble des fonctionnalités au départ pour pas tout mélanger, mais vraiment avoir un socle de base. Un des éléments importants qui va être la gestion de la conduite du changement auprès des administrateurs, puisque ça va être un réel changement pour eux, hein, on verra plus le détail tout à l'heure. La définition des cas d'usage en se basant sur une analyse de risque. Donc, il y a une analyse de risque à réaliser au préalable, hein, avant la mise en place de ce projet. Et du coup, on va en définir les cas d'usage. Et ensuite, garantir l'intégration de la solution de PAM dans l'écosystème déjà mis en place chez le client. Donc ça, c'est les 5 facteurs clés que je vois actuellement. Très bien, donc le premier, tu dis considérer un projet de PAM comme un programme. Qu'est-ce que tu entends par là exactement en fait? Qu'est-ce que tu appelles un programme et pourquoi quelle différence fais-tu par exemple entre un projet et un programme par rapport au PAM?
Alors, du coup, le PAM, à l'instar de l'IAM, c'est plutôt un programme et non un projet. Si on veut, on peut avoir déjà un premier projet d'implémentation sur un périmètre qui va être déjà bien défini et ensuite avoir plusieurs petits projets suivant l'évolution de l'infrastructure. Alors, ça peut être au niveau IT, OT, ou alors suivant l'évolution des besoins du client. Ça peut être la mise à disposition de nouvelles ressources ou alors de nouveaux prestataires. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps en fonction des besoins du client et en fonction de l'évolution de l'infrastructure du client. Ok, on a vu aussi tout à l'heure que le PAM a une étendue, un scope qui peut être très large hein, en termes de fonctionnalités, de population, d'utilisateurs, de cibles de ressources, d'infrastructures IT, OT, etc. Euh, et du coup, on peut se demander par quoi je dois commencer. Tu dis premier projet d'implémentation, mais par quoi je dois commencer dans ce premier périmètre, en fait. Alors, l'idée, c'est d'avoir un premier socle de base, hein, c'est de ne pas ouvrir l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des ressources et pour l'ensemble de la population. L'idée, c'est comment dire, d'exploiter les fonctionnalités de base, donc la gestion des accès, c'est-à-dire ouvrir quelques ressources de quelques types avec l'exploitation du coffre-fort de mot de passe pour accéder à ces ressources. Ça peut être aussi la mise en œuvre du MFA que dispose le client et aussi gérer le changement au niveau des administrateurs, c'est-à-dire autant opérationnel que culturel. Par exemple, démarrer un pilote sur la DSI et non sur l'ouverture sur des prestataires sur l'externe. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est d'exploiter des fonctionnalités additionnelles comme la rotation de mot de passe, ouvrir à des ressources, à d'autres ressources, enfin augmenter le périmètre de ressources et aussi augmenter le périmètre des utilisateurs. Typiquement, on va pouvoir ouvrir dans un deuxième temps l'accès aux prestataires pour réaliser l'administration d'autres ressources. Mais l'idée, c'est vraiment de démarrer sur un projet simple, d'avoir un socle de base avant d'étendre sur d'autres fonctionnalités. Ah bien, tu as évoqué la gestion du changement dans le socle de base. Hein. C'est quelque chose que tu considères qu'il faut prendre très tôt. Effectivement, on a compris que le PAM induit en fait un changement pour les utilisateurs hein, quand le PAM est déployé de manière nouvelle dans une organisation. Ça change les habitudes en fait des administrateurs qui avaient. C'est à raison qu'on dit d'ailleurs, ce sont des utilisateurs à pouvoir. Hein. Ils ont un certain pouvoir, donc ils vont peut-être avoir l'impression de perdre du pouvoir en déployant une solution de PAM ou d'être un peu bouleversés dans leurs habitudes. On va les obliger à passer par cette solution. Donc, on comprend que la gestion du changement est quand même quelque chose d'assez clé pour que la solution soit adoptée, en fait. C'est un sujet sensible quand même, ce sujet de déploiement du PAM. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton expérience de comment voilà, gérer cette gestion du changement qui fait du coup partie du socle de base? Alors, effectivement, la conduite du changement, c'est un élément très important du projet, puisqu'on l'a déjà vu dans certains projets. C'est l'adoption effectivement d'une nouvelle technologie, donc c'est un nouveau produit sur lequel il faut former les utilisateurs. Ça va modifier leurs habitudes de travail puisque auparavant, bah, un administrateur se connectait, je sais pas, en MSTC ou en PuTTY directement sur une machine Windows ou une machine Linux pour faire ses tâches d'administration. Là, ils vont être obligés de passer par un bastion, donc ça modifie l'habitude de travail. Alors, il y a aussi le fait que au niveau IT, comment dire, c'est des métiers assez diversifiés. Hein. Les habitudes d'un administrateur de base de données ne seront pas les mêmes qu'un administrateur système. Là, pour autant, ils vont utiliser la même solution pour réaliser les tâches d'administration. Il va bien falloir aussi qu'ils distinguent leurs tâches bureautiques et leurs tâches d'administration. Donc, ils ne vont pas passer par le même environnement. Il va y avoir aussi la surveillance des actions réalisées. Donc là, il va y avoir une méfiance des administrateurs puisque maintenant, l'ensemble de leurs actions vont être tracées. Il y a un enregistrement vidéo qui va être fait. Du coup, chaque action qu'ils auront réalisée pourront être revues a posteriori. Donc, il va falloir éviter d'utiliser de mauvaises habitudes de travail. Donc ça c'est un changement radical pour eux également. Il y a du coup la pression cybersécurité qui augmente de manière croissante également en fonction, enfin, suite aux diverses recommandations.
Et du coup, il y a une exigence qui va être renforcée de la part des clients pour leurs infogéreurs, par exemple. Donc ça peut être c'est une conduite du changement qu'il faut avoir auprès des administrateurs et des prestataires. Et ensuite, il y a des impacts sur le ressenti, notamment puisqu'il va y avoir comment dire, cette sensation de lourdeur de passer par un bastion pour réaliser les tâches d'administration, puisqu'effectivement, il y a des actions complémentaires, il faut se connecter à un portail, il faut accéder à une ressource. Donc c'est un peu plus compliqué et de manière, au départ, si vous voulez, ça va être perçu de manière négative. Donc là, il va falloir faire comprendre aux administrateurs et aux prestataires l'enjeu de la mise en place de cette solution et du coup les accompagner et leur montrer l'objectif et le gain que les collaborateurs vont avoir à utiliser cette solution-là. Il va falloir donc partager aussi au plus tôt la vision et préparer le projet, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir mettre les administrateurs au fait, il va falloir leur parler du projet en amont, leur expliquer comment ça fonctionne, le gain, et il va falloir passer du temps avec les équipes concernées. Donc c'est pour ça qu'on disait au départ, commencer par un socle de base pour accompagner au mieux les équipes et le faire par type de profil, si vous voulez. Et du coup, dans le cadre du projet, il va falloir tenir compte aussi des délais des plannings pour, comment dire, pour, comment dire, euh, mettre en fait dans les plannings le délai d'acceptation de la solution du changement. Puisque si par exemple vous avez un service qui met un peu plus de temps à accepter le changement, du coup le projet comment dire, va être prolongé. Et du coup là, il faut en tenir compte dans la mise en place du projet. Ensuite, il faut communiquer régulièrement et créer des espaces d'échange, c'est-à-dire qu'il faut créer un espace d'échange pour que les administrateurs puissent remonter les différents sujets, les craintes qu'ils ont, les différentes difficultés et mettre à disposition de la documentation ou alors un accès rapide à l'information. Et ensuite, le dernier point, c'est expliquer le cadre de la surveillance des accès, c'est-à-dire qu'il faut avoir une clarté sur ce qui peut être exploité dans les traces, donc ce que l'administrateur de la solution peut relever dans les traces, que ce soit au niveau, comment dire, au niveau texte ou alors au niveau enregistrement vidéo, et surtout rappeler et démontrer l'intérêt du collaborateur dans cette mise en place de la solution. Et donc, s'assurer que chaque collaborateur concerné a bien pris connaissance et conscience de la mise en place de cette solution. Et voilà, du coup. Alors, du coup, ça passe par diverses étapes, hein. L'idée, c'est de réaliser des ateliers en amont, en réunissant les différents utilisateurs et managers. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est de faire prendre conscience du changement au niveau opérationnel et surtout d'indiquer comment dire, la surveillance des actions qui va être mise en place. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, association plutôt dans l'équipe projet des futurs utilisateurs. Donc, c'est de parler aux utilisateurs qui vont être au sein du pilote, hein. On va démarrer par une phase pilote et l'idée, c'est de les intégrer au projet dès le départ. Il y a la possibilité de créer une charte, hein, pour tous les utilisateurs du PAM pour cadrer l'exploitation des traces. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être clair avec les utilisateurs et cadrer l'exploitation des traces et des enregistrements vidéo qui vont être récoltés par la solution. Effectivement, donc, là, il y a le consentement des personnes qui est Oui, important. Voilà, et puis le fait que la surveillance, elle est plutôt une surveillance métier opérationnel et pas une surveillance RH, quoi. C'est ça tout, qui tout est à fait. important Ouais. à faire comprendre. Et donc, il y a la possibilité donc, de créer des documents. Ça rejoint un peu comment dire, l'espace commun tout à l'heure où on disait, donc création d'un guide d'accueil. Donc, bien expliquer les enjeux de la sécurisation des accès, ça c'est très important. La présentation du service et également ce qu'on appelle le onboarding, donc accompagner en fait les premiers utilisateurs à l'utilisation de la solution. Après, il y a la possibilité d'organiser des webinars, hein, en présentant la charte et le guide d'accueil, au lieu de les donner aux utilisateurs, mais déjà de les présenter dans un premier temps et de répondre aux différentes interrogations des futurs utilisateurs. Et puis un point qui pourrait être complémentaire, c'est la mise à disposition d'une plateforme où les administrateurs et utilisateurs pourraient apprivoiser librement la solution avant de l'exploiter au quotidien.
Donc là, la gestion du changement est une phase très importante, du projet. Effectivement, c'est intéressant. Donc, c'est une préoccupation à avoir depuis le début et tenir compte de la conduite du changement depuis le début dans le socle de base. Et on voit aussi qu'il y a des moyens qu'on peut mettre à disposition du projet et de l'équipe pour effectivement faciliter ce démarrage. Tout à l'heure, on a évoqué comme facteur clé de succès aussi le fait de corréler le déploiement du PAM à une analyse de risque, parce que tout ça vient en fait d'une analyse de risque et le déploiement de solutions cyber est lié en fait à l'analyse d'une surface d'attaque par exemple. Mais comment est-ce que, si je fais une analyse de risque, comment est-ce que je peux être un peu garanti que ma couverture fonctionnelle adresse effectivement les risques que j'ai identifiés? Comment on peut faire euh, cette garantie que la couverture est bonne en fait? Alors, l'idée, c'est donc de partir de l'analyse de risque et d'identifier la surface d'attaque. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'un projet PAM, ce n'est pas une initiative informatique, c'est vraiment un projet de cybersécurité. Et du coup, ça doit faire l'objet d'une analyse de risque au préalable pour en définir les différents cas d'usage. Donc l'idée, c'est de faire un peu un tableau qui détaille chaque domaine. Donc nous, on a ciblé 5 domaines. Donc la politique d'annuaire, une politique d'accès, une politique d'authentification, une politique des sessions, une politique de mot de passe. Et du coup, derrière, ça va en déduire les cas d'usage. Et ce tableau-là doit être réalisé pour chaque type de ressource. Il va falloir définir une criticité, un contexte d'accès et l'action qui est réalisée. Donc, dans les cas d'usage, par exemple, pour une politique d'annuaire, on va définir si le compte des prestataires doit être défini dans un annuaire local ou dans l'annuaire du client. Pour les accès, quels sont les niveaux de criticité en fait, des ressources à atteindre? Est-ce qu'on doit mettre en place des workflows? Au niveau de l'authentification, est-ce qu'on doit renforcer l'authentification au niveau du portail en ajoutant un MFA, par exemple? Au niveau des sessions, c'est à quel moment on démarre l'enregistrement des sessions? Est-ce qu'on met une politique de rebond? Et pour la partie mot de passe, c'est est-ce qu'on met en place tout simplement une politique de rotation de mot de passe ou est-ce qu'on ne change pas le mot de passe? Et est-ce qu'on autorise l'utilisation de comptes personnels? Sur quel type de ressources? Donc, pour l'ensemble de ces domaines, il va falloir se poser la question et après, derrière, réaliser ce type de tableau pour l'ensemble des ressources et définir les cas d'usage. Et le dernier facteur clé de succès que tu avais évoqué, c'était l'intégration dans le système d'information existant. Moi, j'ai déjà un ou plusieurs annuaires, j'ai euh, un ITSM, par exemple, pour la gestion des workflows ou des requêtes, des demandes d'accès. J'ai, par exemple un SOC avec un SIEM où j'analyse déjà mes logs. Voilà, comment est-ce que tu considères ce dernier facteur clé de succès qui est l'intégration dans le système d'information existant? Alors, l'idée, c'est quand on met une solution de PAM chez un client, l'idée, c'est de ne pas tout chambouler. L'idée, c'est d'intégrer la solution de PAM et de voir quels éléments de l'écosystème déjà existant peuvent être intégrés à la solution de PAM. Alors, déjà au niveau réseau, on va pouvoir, il va falloir segmenter les réseaux pour accéder aux différentes ressources. Après, on va pouvoir exploiter les différents annuaires qu'utilise le client. Donc, ça peut être un annuaire Active Directory, ça peut être de l'authentification SAML via Azure. On va pouvoir utiliser aussi des MFA qui sont déjà existants chez les clients. Par exemple, si le client dispose d'une passerelle SMS pour mettre en place un MFA SMS ou tout autre type. L'intégration d'un SIEM pour récupérer les logs de la solution, l'intégration aussi d'une solution d'ITSM ou tout simplement l'exploitation d'une solution de DR pour réaliser une analyse avant les transferts de fichiers. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce que le client a déjà dans son écosystème et de voir l'ensemble des éléments qui peuvent être réutilisés et interconnectés entre guillemets à notre solution de PAM que nous allons mettre en place. Très bien, bah, merci Grégory de ce partage d'expérience. Donc on a parcouru finalement les 5 facteurs clés de succès que tu as identifiés. Donc le fait de considérer le PAM comme un programme,
le fait de ne pas vouloir tout embrasser d'un coup, mais d'y aller du coup par Étape projets par étape. successifs, voilà, avec un socle de base. Le fait d'intégrer dès le début et de considérer la conduite du changement, considérer tous les changements que ça peut faire, induire pour les administrateurs, à la fois d'un point de vue très concret de leur tâche quotidienne, mais aussi un peu culturel, un peu... voilà, c'est un sujet sensible, donc ils vont être enregistrés, c'est une autre pratique. Le fait de relier le PAM au risque, à l'analyse de risque et adapter finalement le niveau de sécurité qu'on met sur le PAM en fonction des risques qu'on a identifiés et effectivement bien s'intégrer dans le système d'information existant avec, avec ce qu'on voit là sur le slide.